Bonjour et bienvenue dans Scène. Comme vous le savez, avec la première vidéo qui est sortie le 1er janvier, je suis auteur depuis bientôt 15 ans. Et au-delà du simple scénario, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui faisait le cachet, l'essence d'une scène. Et bien entendu, je me suis cassé les dents les premières années de ma carrière avant de commencer à comprendre ce qui faisait l'essence d'une scène bien écrite. Et pour bien comprendre ce qui fait l'essence d'une scène ou d'une description, c'est important de comprendre pourquoi et comment elle fonctionne. Comme c'est le premier épisode, je tiens à vous préciser une chose, on ne parlera pas que de lieux, on parlera également de personnages, de types de scènes, et cela au travers de 3 aspects. D'abord une partie théorie, avec la symbolique et l'histoire qu'il peut y avoir derrière cette scène, ce lieu. Une partie avec des exemples, et enfin on réfléchira sur comment on peut mettre en œuvre cela. L'idée étant ici de pouvoir vous aider à ajouter des descriptions ou à penser à une chose que vous n'auriez pas forcément mis dans vos descriptions. Donc si je peux vous aider, ça me fait plaisir. Trêve de précision, on y va, explorons ensemble le cœur des grottes. Commençons par la base, qu'est-ce qu'une grotte? C'est vrai, ça paraît évident, mais ça l'est pas forcément. On peut noter 3 types de grottes. Tout d'abord, nous avons les grottes, au sens strict du terme. Dans ce cas-là, on va parler tout simplement de toutes les entrailles de la Terre de manière indifférenciée, tout ce qui est trou dans la Terre, si vous préférez. On peut utiliser le mot antre aussi, mais c'est plus rare. Les cavernes, qui sont des grottes ayant été ou étant habitées, que ce soit par des hommes ou par des animaux ou par d'autres créatures, ce sont en somme des sortes de maisons troglodytes. On peut également aussi, de manière plus artificielle, y rattacher tout ce qui va appartenir aux souterrains, aux caves, aux catacombes, etc. etc. Et les mines, ou plus rarement excavations, qui sont des grottes exploitées pour leurs minerais, pour du charbon, etc. etc. À ça, on peut rajouter les gouffres, les abysses, les abîmes et plein d'autres, mais bon, on pourrait passer des heures si on devait tous les citer. À préciser que quelle que soit la nature de ces grottes, elles peuvent être ou sèches, ou semi-inondées, ou inondées. Ça a l'air simple, pourtant distinguer grotte et caverne, ce n'est pas si simple. Les termes sont interchangeables et selon les définitions, on peut trouver tout et son contraire. Le CNRTL explique par exemple qu'une grotte est une caverne naturelle dans un rocher, quelquefois souterraine ou sous-marine, ou qui est creusée de main d'homme, et sert parfois de lieu d'habitation. D'accord, donc si la grotte est une caverne, allons voir pour caverne, cavité naturelle souterraine, fermée de tous côtés à l'exception d'une étroite ouverture, et creusée dans une roche, le plus souvent calcaire. Donc la caverne est une cavité, donc une grotte. Cela nous avance guère. Je vais donc être synthétique, ranger les choses dans des petites cases et déterminer qu'une grotte, c'est un lieu naturel qui n'a pas été habité ou visité de main d'homme. Il y a des exceptions, mais on se comprend. Les cavernes, elles ont été habitées ou sont habitées, et les mines, bon, on l'a compris, elles sont habitées et exploitées. C'est la manière la plus consensuelle de vous le préciser. Pour appliquer une logique historique à mon propos, on peut dire que les grottes existaient avant l'homme, qu'à la préhistoire, certaines d'entre elles sont devenues des cavernes, et qu'ensuite, à partir de l'âge du bronze, du cuivre et du fer, certaines d'entre elles sont devenues des mines. Bien sûr, c'est très synthétique, mais ça vous donne une idée globale de la chose. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est non pas de connaître l'histoire des grottes, mais plutôt de comprendre ce que ce biome a pour fonction dans le livre, dans le récit, dans le scénario. La grotte est symboliquement le premier livre de l'humanité, le premier cinéma. Il n'y a qu'à voir Lascaux et Chauvet par exemple. Un espace rituel servant également d'abri. Il s'agit d'un espace sacré comme un cocon protecteur, où les dangers extérieurs ne peuvent pas nous atteindre. Cet endroit, littéralement coupé de l'extérieur, a permis aux humains de nous laisser les traces de leur imaginaire. C'est ainsi que se pose notre décor. Si l'on prend quelques instants pour nous mettre à la place des explorateurs de ces grottes, ou même de nos personnages d'aventure préférés, on remarque vite que la grotte agit comme un espace fermé, clos de l'extérieur, qui a pour fonction de protéger. Il n'y a qu'à voir par exemple la figure de l'ermite qui soit vit reclus dans une cabane en bois, soit en général dans une grotte. Cependant, on comprend vite que pour quiconque pénètre la première fois dans une grotte ou est de passage, l'affaire est différente. La grotte représente avant tout la partie sombre de l'humain, l'inconnu, et cet inconnu fait peur. Par essence, la majorité des êtres humains sont d'une part néophobes, et de deux, n'apprécient pas, ne pas discerner clairement leur environnement. L'obscurité empêche de se repérer, déforme les distances, appelle au cloisonnement, et dans une certaine mesure crée un sentiment de claustrophobie.
Cet isolement donne des sensations et des sons déformés, voire un silence total qui fait perdre l'essence et la raison. Platon abordait déjà cela dans son allégorie de la caverne en expliquant que la grotte est comme une prison d'essence. On ne voit que les ombres de la réalité, pas la réalité elle-même. Les grottes sont également un lieu très piégeux, que ce soit de manière naturelle ou artificielle. On peut y trouver des créatures, on peut y trouver des brigands, on peut y trouver de quoi chuter, de quoi se noyer, de quoi se perdre, etc., etc. À cela, il faut également rajouter l'absence du ciel, qui donc brise les repères temporels et donne une sensation de rallongement ou de raccourcissement du temps. La grotte est, par stricte opposition au monde végétal, le monde minéral. Et le monde minéral est souvent associé à la mort. La grotte appelle donc au personnage à faire preuve de prudence, de patience et constitue une épreuve certaine pour lui. À l'opposé du spectre, et comme on l'a dit avant, les grottes peuvent également constituer un lieu de refuge pour les voyageurs ou pour toute personne qui est exclue d'une manière ou d'une autre et a besoin d'un refuge. En fantasy, il n'est pas rare du tout que les personnages trouvent l'abri d'une grotte lorsque les conditions climatiques ne sont plus clémentes ou lorsque une menace se rapproche par exemple. Cela ne vient pas de nulle part, la grotte est un espace sécuritaire, protégé de l'extérieur pour quiconque en fait sa demeure. Il y a comme un aspect maternel dans cette protection offerte par une grotte. Protéger du froid, protéger du chaud, protéger des animaux comme des humains. Et en même temps, protéger du temps quelque part, comme une mère qui ne voudrait pas voir grandir ses enfants trop vite. En symbolistique, la grotte est vue comme une matrice. Donc, au-delà d'être un simple tombeau, est également un utérus, un lieu où la vie peut exister, en tout cas. Joseph Campbell, vous allez souvent en entendre parler dans ce format, parle même de ventre de la baleine pour définir une grotte. Arrêtons-nous un petit peu sur la fonction rituelle des grottes. Bien sûr, on l'a dit, il s'agit d'un lieu dangereux et sécurisant à la fois. Mais si vous demandez aux gens de donner un mot, un seul pour symboliser ce qu'est une grotte, il y a beaucoup de chances qu'ils tournent autour du mot mystère. En effet, la grotte, si loin des vivants, est un véritable sanctuaire. Une société hors de la société où se côtoient connaissances, tabous, secrets et mystères. Et il ne faut pas oublier que les grottes sont à la fois le tombeau de l'art et du sacré. Le héros y apprend à mieux se connaître, à mieux combattre sa peur, tout en apprenant sur l'histoire du monde qui l'entoure. Les grottes ont un âge qu'on peut parfois déterminer avec les concrétions, donc les stalactites, les excentriques, les draperies, etc. Quant aux cavernes, elles ont un âge qu'on peut déterminer tout simplement à partir des traces qui sont laissées, que ce soit des peintures, des ossements, des machines, des traces de minage, etc. En effet, du point de vue du héros, tous les effets personnels qui sont présents dans une caverne ont été soit présents après la disparition d'une civilisation, partie ou éteinte malgré elle, soit ont été cachés au regard d'un monde qui n'en voulait pas. Par exemple, on va y retrouver toute une gamme d'objets artistiques, soit des peintures, des livres, des sculptures par exemple. On va y retrouver des objets cultuels, des autels, de quoi faire une prière par exemple, des bougies ou des cierges, voire même des objets de contrebande qui ont été tout simplement cachés au regard du monde, dans une logique soit de profit, soit de secret. La grotte offre donc au héros à la fois une connaissance de lui-même, du monde qui l'entoure et de sa place dans son monde. La grotte est donc un lieu impartial, qui symbolise la dualité ignorance, savoir, vie, mort, pour le héros dans son chemin initiatique. Pour aller même plus loin, on peut tout simplement dire que la grotte représente la dualité. Inconnu habité, prison refuge, végétal minéral, quête trésor, ou par exemple la peur et l'envie d'explorer. Il s'agit d'un passage. Le héros doit y apprendre ou trouver quelque chose et ressortir différent de l'épreuve que représente l'exploration d'une grotte. La grotte est avant tout un lieu de mort symbolique. On n'entre pas pour se battre contre quelqu'un, mais contre soi-même, contre son ombre, et ainsi en ressortir grandi. C'est en sorte un Winter Arc des temps reculés. Nous allons désormais nous intéresser à quelques cas concrets, quelques exemples, quelques citations sur le pouvoir qu'a justement cet environnement, ces grottes, sur l'univers ou les personnages d'un livre. A l'origine, je voulais découper cette partie de manière chronologique, selon les dates de sortie des livres susnommés, mais il m'est apparu évident que le mieux, ce serait de partir sur un axe thématique. S'il y a bien sûr une œuvre phare que je ne pouvais pas manquer, c'est bien entendu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Par ailleurs, sachez que l'œuvre est
entièrement disponible, gratuitement disponible dans le domaine public. Je vous ai mis le lien en description. Pour commencer avec Jules Verne, voici un exemple de comment l'auteur met en exergue la grotte comme un objet de fascination et de mystère. L'aspect de cette grotte était magnifique. Des stalactites d'une éclatante blancheur s'élançaient de la voûte. On eût dit une fête de fées, une de ces illuminations préparées pour quelque fête des génies du centre du monde. L'aspect de cette caverne était magnifique. Des stalactites, merveilleusement nuancées, s'élançaient de la voûte. On eût dit une fête de fées, une illumination préparée pour quelque divinité du centre du monde. C'était un palais de diamants. Dans les deux versions, Jules Verne met en exergue un vocabulaire très architectural, très structurel. L'aspect structurel ressort avec le vocabulaire donc, de caverne, de stalactites, de la voûte, du palais, et par-dessus il renforce ses descriptions avec un vocabulaire très surnaturel, quasiment divin, dans les descriptions qu'il en fait, pour montrer justement le côté émerveillement de la découverte de cette salle. Donc on retrouve magnifique, merveilleusement, conte de fées, génie, divinité du centre du monde et palais de diamants, qui sont des termes venant amener une autre dimension à cette grotte qui autrement pourrait paraître très basique. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. Mon regard se perdait dans une lointaine obscurité, une véritable mer, enfermée dans une excavation dont les limites échappaient à l'œil. La voûte de granit était si haute qu'elle semblait un ciel sombre. D'une autre manière, pour décrire l'émerveillement, la fascination, la découverte, dans le chapitre 31, Jules Verne décrit la grotte comme étant un lieu infini. D'une part, il utilise le vocabulaire grandiloquent, on se retrouve l'océan, la mer, si haute, dont les limites échappaient à l'œil. Il faut imaginer quelque chose qui n'est même pas quantifiable en termes de taille. À côté de cela, il vient sublimer le grandiloquent avec du mystère. On parlait des limites qui échappent à l'œil, mais on a également le fond brumeux, le contour capricieux des rivages, le côté effroyablement sauvage, le ciel sombre. C'est comme si la brume, ou en tout cas quelque chose, venait empêcher l'œil humain justement de percer les limites de ce biome, de la grotte, de la salle dans laquelle il se trouve. Des gemmes, ce ne sont que des poussières sur le sol d'Aglarond. Imaginez des salles immenses, avec des voûtes hautes comme des montagnes, et des lacs immobiles où l'eau est comme du verre. Quand on y porte une torche, les parois s'illuminent de couleurs qu'aucun jour on n'a jamais connues. Pour ajouter des exemples dans le contexte d'une grotte qui fascinerait, qui serait si vaste que l'humain ne pourrait pas la conceptualiser, j'aurais pu prendre beaucoup de descriptions de Tolkien dans le Seigneur des Anneaux, mais j'ai choisi celle-là parce que justement, elle se rapproche un petit peu de ce qu'on avait avec Jules Verne juste avant, et pareil, là-dedans le vocabulaire est grandiloquent et donne l'impression que ce n'est pas, perceptible par l'humain. Ici encore, la grotte, d'un point de vue architectural et structurel, est vue comme un chef-d'œuvre, et le grandiloquent fait partie des termes qui vont pouvoir la qualifier. On y retrouve les salles immenses et les voûtes hautes comme des montagnes, si hautes, on va dire, qu'elles échappent elles aussi à l'œil humain. Ici, c'est le fait que les personnages semblent écrasés tellement la salle est vaste, décrite comme vaste, qui va créer ce côté un peu surnaturel. Et par-dessus, Tolkien vient ajouter des éléments de l'émerveillement pour venir renforcer cela et ce côté surnaturel. Les gemmes, qui sont supposés objets de grande valeur, tapissent le sol de la poussière tellement il y en a et tellement dans ce lieu ça semble ne pas valoir quoi que ce soit. L'eau est définie comme du verre, une eau lisse, plate qui semble figée dans le temps. Et enfin, on s'imagine que chaque mur qu'on a vu est fait d'une pierre que personne n'a jamais vue. Et là, on est vraiment dans le côté de l'inconnu, l'un des symboles de la grotte, du biome de la grotte, qui va apporter justement ce côté merveilleux. Personne ne le connaît, personne ne l'a vu, c'est presque une légende. Il vit alors à la lueur de sa torche étinceler des monnaies d'or, des perles, des diamants. C'était un monceau, c'était une montagne d'or et de pierreries. On nous dit que les parois de la grotte elles-mêmes transpiraient la richesse.
Ici, on touche au but même des explorations. Ce qui intéresse les explorateurs, c'est bien entendu le trésor, le butin. Ici, le vocabulaire grandiloquent, toujours présent, c'est une constante dans l'objet de fascination qu'est la grotte, va passer par un vocabulaire minéral et des hyperboles. Ici, c'est avec une accumulation hyperbolique qu'on va créer le grandiloquent. On a d'abord de l'or, c'est déjà précieux, c'est le trésor, on va dire rêvé, mais on a plus. On a les perles qui paraissent encore plus précieuses, avant même d'avoir les diamants qui sont encore plus précieux que les perles. C'est également la découverte pas à pas de la salle qui donne ce côté grandiloquent, puisque d'abord on trouve le monceau, on va imaginer un tas d'or, un tas de perles, de diamants, puis ensuite une montagne quand on a un peu plus avancé, et on finit à la fin même par voir que les murs eux-mêmes transpirent cette richesse-là. Il faut imaginer que la salle entière est remplie de richesses, de trésors. Et ça, ça participe au côté grandiloquent, mais même au côté surnaturel, puisque ce n'est pas évident de s'imaginer une telle quantité de trésors. On a vu quelques extraits de la grotte mis en tant qu'objet de fascination. Désormais, nous allons voir l'inverse, la grotte comme objet d'oppression. Le passage du seuil est une forme d'auto-anéantissement. Le héros, au lieu de conquérir ou de concilier les puissances du seuil, est avalé par l'inconnu et semble être mort. Dans les extraits qui vont suivre, le vocabulaire lié à la mort et à l'angoisse est là pour retirer tout espoir dans le récit. On est à l'inverse de l'émerveillement et de la découverte. Ici, la grotte est une entité oppressante qui avale les personnages comme le ferait un monstre. On passe le simple seuil de l'exploration pour aller dans la confrontation, laisser une partie de soi mourir au passage, que ce soit des fausses croyances, que ce soit des phobies, que ce soit des regrets, l'ignorance, etc. Ce n'était point une caverne telle que Frodon ou Sam en eussent jamais imaginé. Ici, l'air était stagnant et fétide, et les ténèbres semblaient être plus qu'une simple absence de lumière. C'était une chose palpable, une chose qui vous enveloppait et vous étouffait. Revenons à Tolkien pour décrire ici quelque chose de complètement différent des grottes scintillantes que nous avons vues auparavant. Ici, l'antre d'Arachné est vu comme ville, comme un monstre à part entière. L'air est stagnant, fétide, l'absence de lumière est prononcée. On sent bien que la grotte est une menace et qu'elle est là pour écraser les personnages comme le ferait un boa. Il n'y a ni minéraux, ni cristaux, ni merveilles, juste l'angoisse et la peur. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, enchaînés par les jambes et par le cou, de sorte qu'ils ne puissent bouger de place ni voir ailleurs que devant eux. Pour eux, la vérité n'est rien d'autre que l'ombre des objets qui passent derrière. Un autre aspect des grottes, c'est souvent la privation de liberté, le fait d'être enfermé. De manière philosophique, elle peut souvent préfigurer l'absence de vérité, la croyance infondée, voire l'ignorance. Platon joue ici avec les vocabulaires de la privation, de l'aveuglement, pour préfigurer l'espace que prend la grotte dans son récit philosophique, celle d'une prison. La privation des sens, de la lumière, du ciel est une bonne option, de manière pragmatique, pour venir créer cette sensation d'oppression. Cette sensation que les personnages ne peuvent pas sortir de leurs conditions, ni de leur état. La virulente et grande créature qui nous eût attaqué tout à l'heure cherchait à défendre exactement l'endroit où nous mettions pied, l'embouchure d'une sinistre grotte où se trouvaient, attachés à l'entrée, des centaines d'os d'animaux. Sûrement un rituel, un sacrifice des explorateurs, comme pour se prémunir d'une malédiction épouvantable. Comme je n'ai pas trouvé dans le temps des recherches, parce qu'il y a des dizaines de milliers de descriptions de grottes, une particulièrement axée autour de la malédiction et du mauvais présage, je vous ai pris un extrait de Bélésia. Mélanger le côté mystère, fascinant, découverte avec le côté angoisse et danger et potentiellement mort vient apporter une nouvelle dimension, un petit peu à mi-chemin entre les deux types d'exemples que nous avons vus, et il reste un troisième type d'exemple qui en est assez proche, et on va le voir maintenant. Les grottes racontent souvent une histoire, portent les stigmates et les traces d'un passé révolu. La grotte est en soi souvent reliée à un trésor physique, ou philosophique. Elle vient en soi apporter des connaissances au lecteur sur l'univers et les personnages, tout comme elle en apprend aux personnages eux-mêmes. Finalement, dans ce type d'extrait, la peur est récompensée puisqu'elle devient une boussole vers le savoir. C'est en descendant dans l'abîme que nous récupérons les trésors de la vie. Là où vous trébuchez, là où se trouve votre trésor.
La grotte même dans laquelle vous aviez peur d'entrer s'avère être la source de ce que vous cherchez. Ce qui était si redouté dans la grotte est devenu le centre. Ici, le spécialiste de la mythologie comparée Joseph Campbell vient nous apporter justement un extrait de ce que nous disions avant. À savoir qu'il explique au travers de son voyage du héros que le trésor peut être donc à la fois physique et philosophique. La grotte est ici un acteur qui vient apporter au personnage la connaissance, donc la vérité. Il se trouvait dans une vaste salle carrée. Contre les murs étaient creusées de nombreuses niches, et dans celles-ci se trouvaient de grands coffres cerclés de fer. C'est là que gisaient les livres de chroniques de la Moria, des écrits que le temps et l'obscurité avaient épargnés. Bien sûr, la grotte joue ici son rôle de temple du savoir, mais également aussi de capsule temporelle. Elle a pour rôle de préserver ces fameuses traces qui, autrement, auraient disparu. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermait cette caverne? Quel trésor pour la science? Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Avant le savoir, avant le trésor, avant la connaissance, il y a le moment de la quête, qui est également un moment important. Ici, Jules Verne installe un suspense qui vient retenir l'attention du lecteur jusqu'à la découverte du trésor. J'ai voulu couvrir un maximum de situations différentes dans les grottes. Bien sûr, il y en a des milliers d'autres. Si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère avoir été le plus exhaustif possible. Après la théorie et les exemples, regardons maintenant comment on pourrait représenter une scène de grotte. Cette vidéo est déjà bien entamée, j'imagine donc que l'épisode vous plaît. N'hésitez pas à aider l'algorithme et aider cette chaîne en laissant un petit pouce par exemple. La synesthésie, c'est un terme que vous allez souvent croiser dans ce format. Alors évidemment, petite description. La synesthésie, c'est un mot venant du vocabulaire médical et de la psychologie à l'origine, qui détermine globalement le fait de percevoir quelque chose en même temps qu'une autre, d'avoir une sensation ou une perception simultanée des choses. De manière figurée, on peut parler ici de synesthésie pour évoquer le remplacement d'un sens par un autre ou des autres. Notamment s'il fait noir ou sombre, si le personnage n'a plus la vue, ou l'a que partiellement, elle est une torche, une flaire ou d'une lampe torche. Utiliser la synesthésie en littérature, c'est donc évoquer le remplacement d'un sens par un ou d'autres sens. Il y a une erreur que j'ai beaucoup faite et que beaucoup d'auteurs en herbe font au début, c'est oublier justement d'utiliser les autres sens que la vue. Ce manque d'utilisation des autres sens vient casser en partie l'immersion et vient enlever du détail à une scène qui pourrait autrement être vraiment bien construite. C'est d'autant plus criant que l'humain a pour sens principal la vue, et donc nous sommes habitués à jouer de la vue lorsque nous voulons faire des descriptions. Et c'est aussi également le cas parce que tout autour de nous, la principale source de sens que nous avons, ce sont les écrans, le visuel, et globalement, l'humain utilise sa vue, donc c'est normal qu'il ait l'habitude de commencer par là. Voir, discerner, apercevoir, regarder, observer, discerner, etc. sont des termes très souvent utilisés dans les descriptions car il nous est plus facile de nous représenter une image qu'une odeur ou une texture par exemple. Pour autant, dans les bas-fonds et dans les profondeurs, les personnages sont privés par essence de cette vue, alors il faut passer par d'autres sens. L'ouïe, bien sûr, le toucher, l'odorat, et le goût, on va le passer parce que c'est très rare, à part dans quelques rares grottes très salines, très saturées en sel, ou à la rigueur on pourrait avoir la perception du goût. C'est tellement peu répandu qu'on va passer le goût. C'est l'occasion de nous rappeler que nous ne sommes pas des chats, des chiens ou des chevaux, nous n'avons pas d'organes voméronasales, et on ne peut pas décrypter avec un goût des odeurs. Hein. Donc, ou très peu, en tout cas l'humain est très mal équipé de ce point de vue-là. Donc voilà, on va passer le goût, vraiment. Hein. C'est pas contre vous, mais à moins de lécher la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une grotte au niveau sonore? On va retrouver le claquement des gouttes d'eau, et des bruits d'eau en général. On va retrouver un son qui réverbère, ou au contraire est étouffé, selon la nature de la grotte. On a les pas qui craquent sur le sol, qui sont poussiéreux, rocailleux, et ça va venir apporter des informations. On a les pas qui craquent sur le sol, rocailleux, poussiéreux, cendreux, etc. Le souffle, voire le battement du cœur audible dans le personnage, dans certaines situations, notamment lorsque le silence est absolu. Aussi le craquement de la roche qui travaille, ou le bois, ou le métal, selon le lieu dans lequel vous êtes.
ainsi que divers animaux présents dans les grottes, je pense évidemment aux chauves-souris, certains rongeurs, aux salamandres, qui marcheraient, ou même des créatures de l'imaginaire que vous avez inventées pour votre univers. En décrivant avec Louis, on cherche à venir cartographier l'environnement, de manière à ce que le lecteur, malgré l'absence de visuels, de couleurs ou de choses qui pourraient l'aider à se repérer, puisse quand même mentaliser son environnement. Pas le sien, mais celui des personnages, vous avez compris. Avec le son lointain d'une goutte de pluie, on peut apprécier la grandeur d'une salle. Là où, par exemple, une voix étouffée, un son étouffé peut préfigurer ce côté boyau, ce côté étroit, angoissant, prison. C'est presque comme de l'écolocalisation finalement. Ça fait des lecteurs, vous et moi, un peu des chauves-souris. Au niveau du toucher, nous allons retrouver des similitudes avec Louis, évidemment, puisque, littéralement, le personnage doit se déplacer à tâtons dans une grotte. On peut par exemple comprendre si une grotte est sèche, froide, chaude, humide, etc. juste avec le passage des doigts ou d'une main sur les parois d'une roche par exemple. Par exemple, je vous dis que je passe ma main sur une paroi, c'est poisseux, c'est froid, c'est lisse, ça semble comme un rideau d'humidité. Très probablement qu'on est dans une ancienne rivière qui est asséchée, qu'il y a une rivière pas loin dans le réseau, ou que la grotte est carrément inondée et que certaines sections uniquement sont sèches. Au contraire, si c'est abrupt, rocailleux, sec et cassant, on s'imagine beaucoup plus une grotte de montagne, voire même une grotte volcanique. D'ailleurs, de manière géographique, la texture des roches peut aussi donner des indications sur le type de grotte dans lequel on est. Sans parler forcément du type de grotte, la nature, c'est-à-dire par exemple, si vous avez du granit ou du basalte, on va avoir une sensation de rugosité. Si vous avez du grès, de la craie ou du schiste, un aspect un peu friable, un peu fragile à votre grotte. Et si vous avez du calcaire, du cristal ou du marbre, on va être sur quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillant par exemple. Là où les deux autres types de grottes sont très mates. Là vous avez déjà plusieurs types de grottes et de nature de grottes, et c'est là que c'est intéressant. C'est que le toucher participe à comprendre les détails du biome où se trouvent les personnages. Un peu moins courant en littérature, parce que sans doute on y pense moins, l'odorat. Plongeons-nous dans l'une de ces antres, peu importe laquelle, et essayons de voir ce que nous pourrions y sentir. Tout d'abord, vous avez l'odeur de la pierre mouillée ou du métal mouillé, qu'on appelle le pétrichor. C'est une odeur qui rappelle celle du sang et qui est très courante lorsque la pluie arrive. Vous avez l'odeur de salpêtre, c'est logique, puisque c'est une odeur qui est propre aux dynamitages qui sont faits dans les mines. Vous avez également l'odeur de brûlé ou de charbon, si par exemple votre grotte se situe en zone volcanique, ou est un tunnel de lave refroidi par exemple, ou alors tout simplement si les personnages montent un feu de camp pour se reposer. Vous pouvez aussi percevoir une odeur saline ou marine si vous êtes près des criques et des plages, ou si votre grotte est sous-marine par exemple, mais pas complètement immergée bien sûr, ou au contraire, l'absence d'odeur. Là, ça devient suspect. Elle peut donc préfigurer comme l'absence de son d'un événement proche, du calme avant la tempête, ou au contraire, d'un lieu très stérile et pas très propice à y faire mon feu. La personnification, ou l'art de faire reconnaître comme étant vivant quelque chose d'inerte. Bien sûr, si votre grotte représente un simple passage de moins d'une page, il n'est pas forcément très utile et pertinent de la personnifier et de prendre du temps à lui donner de l'ampleur. Par contre, si elle constitue une véritable épreuve dans le cycle initiatique de votre héros, là par contre ça vaut le coup de lui donner un peu de cachet. La grotte peut premièrement être un labyrinthe déguisé, et dans ce cas elle va prendre tout un réseau de boyaux et de galeries qui en général recèlent un trésor ou un secret. Cette logique va souvent se retrouver en fantasy, en aventure ou dans les enquêtes, où toute la logique de cette grotte est justement de faire en sorte que le personnage parvienne au bout sans se perdre ou sans perdre la raison. Et sans abandonner, j'ai oublié. Pour cela, j'aurais tendance à vouloir installer justement des éléments d'angoisse, des éléments de l'appréhension, et surtout, plus important, la sensation de ne pas avancer. Cela vient apporter du doute, en laissant tout de même, via le non-abandon de la quête, une lueur d'espoir. L'idée c'est que le héros passe par beaucoup d'impasses, beaucoup d'obstacles, mais n'abandonne pas. Ça va renforcer justement la révélation, le trésor, le secret qui se cache derrière. On imaginera donc facilement des passages impraticables, verticaux, étroits, où les héros devront trouver des solutions justement pour aller au-delà, se dépasser. Deuxièmement, on a le piège malicieux. La grotte peut sembler complètement sûre, mais receler tout un tas de dangers. On va y retrouver des pièges humains, comme des trappes, comme des pièges à ours, des bandits, des criminels, des monstres, etc. Mais on va aussi trouver des pièges naturels, comme la marée qui monte, par exemple, dans une crique, ou un éboulement. L'idée sera donc de
détourner, on va dire, l'attention du lecteur en lui présentant justement le biome, comme on le ferait pour de la découverte ou d'exploration, avant d'arriver justement à utiliser un vocabulaire plus proche de l'empressement et de la pression. L'idée va être que la grotte va se transformer en piège, et lorsque le piège te referme, on part sur un vocabulaire qui est beaucoup plus dans l'urgence. C'est-à-dire en gros des phrases plus courtes, orientées action, et globalement une accélération du rythme, qui permet au lecteur de rendre compte que le temps est compté, et qu'il n'y a plus une seconde à perdre. En conséquence, les héros doivent agir vite, efficacement, s'ils veulent sortir de là, vivants, grandis, ou sans abandonner. La troisième manière d'aborder une grotte dans un récit, c'est d'en faire un lieu d'épreuve, littéralement. Ça peut être un lieu d'épreuve physique, c'est-à-dire que le héros va donc affronter de la verticalité, des boyaux étroits, une difficulté de progression énorme, soit pour trouver la sortie, soit en tout cas pour trouver ce qu'il était venu chercher à la base. Ça peut également être une épreuve psychologique, et dans ce cas-là, le héros sera testé via un défi. Ça peut être une énigme, un puzzle, ou toute autre chose que vous pourriez inventer pour votre univers. On l'a vu dans la théorie, la grotte est un lieu de passage, un lieu d'épreuve pour le personnage, tout comme l'est finalement la montagne, mais la montagne on en parlera dans un autre épisode. Maintenant voici une petite liste d'épreuves qu'on peut trouver dans une grotte. Le manque d'oxygène dans les grottes profondes et la difficulté à progresser sont les deux aspects les plus logiques que l'on va retrouver dans une grotte, juste derrière l'impossibilité de s'alimenter par exemple. La peur du noir et la claustrophobie sont, elles, propres à certains personnages uniquement. Pour devenir plus fort, l'idée de cette épreuve, c'est qu'il devra ou elle devra choisir de franchir sa peur et de montrer son courage pour pouvoir sortir de cette grotte grandie. Et pour l'aspect intellectuel, toutes les énigmes possibles que vous aimeriez placer, comme des devinettes, des puzzles et autres. Ici, je ne vous apprends rien de spécial, les mots ont un sens ou plusieurs sens selon comment on les utilise. Ici, il s'agira surtout de vous donner une liste de termes que vous pouvez employer selon les situations de vos personnages. La théorie, les exemples et la mise en pratique qu'on a vue nous montrent justement que la grotte est une dualité et qu'on peut utiliser toute une gamme de champs lexicaux pour justement décrire les situations. On va donc retrouver deux classes, on va dire, de champs lexicaux, ceux qui vont être associés à la découverte, à l'émerveillement et au mystère. Quant aux autres, on va plutôt les retrouver du côté de l'angoisse, de la peur, de la mort, de l'inconnu. Du côté de la découverte, de la merveille, de la fascination, on va retrouver surtout les champs lexicaux suivants. La géologie tout d'abord, toutes les concrétions, plus le nacre, le prisme, les cailloux, cristaux, draperies excentriques, grès, basalte, argile, relief, etc. La spéologie, avec des termes comme le passage, le boyau, ramper, monter, descendre, anfractuosité, baudrier, minier, excavation, bloc, etc. Le champ lexical de l'architecture, les salles, les voûtes, les cathédrales, les temples, les basiliques, et beaucoup de termes proches de l'architecture religieuse, tout simplement pour son côté grandiloquent. Et les champs lexicaux de la découverte, beaucoup d'adjectifs grands, majestueux, merveilleux, immenses, et des verbes comme progresser, découvrir, atteindre, et d'autres. De l'autre côté du spectre, on a les vocabulaires de l'angoisse, de l'inconnu, de la peur et de la mort. On va y retrouver les champs lexicaux de l'angoisse, de la peur, oppressant, suintement, mâchoire, étouffant, prison, étroit, appréhension, silence, étrange, etc. Et de l'autre côté, on va retrouver les champs lexicaux basés sur le danger et la mort, étouffant, vicié, stérile, mortel, chute, irrespirable, puis sans fond, sans retour possible. Alors, quelle que soit la scène de grotte que vous écrivez ou allez écrire, je pense qu'il est important de se poser toujours ces trois questions. Quel type de grotte ou apparenté je veux mettre en place dans mon histoire? Quelle sera sa fonction dans l'histoire? Et comment je fais pour donner du relief afin que le lecteur puisse mieux s'imprégner de l'ambiance que j'ai voulu mettre en place? Ainsi se finit notre exploration des grottes. Retrouvons l'air libre, et si je peux vous avoir aidé à ranger une scène ou tout simplement vous avoir aidé, eh bien j'en serai plus heureux. Et voilà pour ce premier épisode, j'espère qu'il aura su vous plaire ou du moins vous intriguer. Et vous, si vous deviez enfermer vos héros dans une grotte, quel plat de résistance aimeriez-vous leur offrir? Peur du noir, peur des monstres, entre du savoir, énigme. Je laisse votre inspiration en commentaire et j'irai voir ça avec grand plaisir. Le format scène, c'est un format qui sera 2 fois par mois, donc on se retrouvera dans 15 jours, le 22 janvier, pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Chaque pas, chaque avancée compte énormément pour moi, plus que vous pourriez penser. Et puis sur ce, je vous salue, c'était Vitsword de Vélésia, bonne exploration